Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief du premier monument de la saison, la course la plus longue de l'année, la Classica Primavera, c'est Milan-San Remo. Et oui, on va revenir sur ce qui s'est passé sur cette édition 2023 avec un petit néerlandais qui s'est imposé plus de 60 ans après son grand-père. C'est Mathieu Van Der Poel. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé pour Pogacar, pour Mohoric, aussi pour les Français. On fera un petit bilan des Bleus. Voilà, on va essayer de voir un petit peu tout ce qui s'est passé lors de cette édition de Milan-San Remo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. On peut parler également de coureurs dont je ne parlerai pas dans cette vidéo parce que je ne peux pas parler de tout le monde, on va éviter que la vidéo dure trop longtemps. Surtout si on veut qu'elle soit en ligne à 21 h. Surtout qu'il y a le rugby encore derrière. J'ai un petit match de l'Irlande à regarder. Et un match de l'équipe de France qu'il faudra que je rattrape également. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à rajouter la petite cloche si vous voulez ne pas rater d'autres vidéos, surtout si vous mettez toutes les notifications. Vous pouvez soutenir la chaîne avec un Super 5. Vous pouvez également aller sur EPS 2.0, TikTok également, où là on n'a pas fait de debrief tout de suite de la course sur TikTok, mais je voulais voir un petit peu les interviews d'après-course. Voilà, donc au niveau de ma connexion internet, voilà, j'ai décidé de ne pas faire de débrief de Milan-San Remo sur TikTok. Je pense que j'en ferai un demain de Cholet, certainement après la course. Voilà, c'était un choix. Et puis il y aura la semaine prochaine, pendant le Tour de Catalogne, tous les soirs, il y aura un petit débrief TikTok avant le débrief du soir. Et peut-être une présentation les matins sur TikTok, peut-être. Rapide de l'étape du jour. Du côté de Milan-San Remo, eh bien, on a eu une course classique cette année. L'année dernière, ça avait pas mal roulé dans la Ciprezza. Là, cette année, on a vu un déroulement, on va dire, classique de ces dernières années de Milan-San Remo. C'est-à-dire que on a une échappée. Alors, l'échappée a jamais eu beaucoup d'avance. Je crois que l'écart était au maximum de 3,15 ou 3,25 du côté de l'échappée. Donc vraiment pas d'avance. Et puis derrière, le peloton qui roule, qui contrôle pendant toute la journée. Ça a roulé quand même plutôt vite parce qu'on a 45,7 de moyenne. Ce qui fait plutôt partie des éditions de la moyenne haute de ces 15 dernières années sur Milan-San Remo. On est même arrivé un petit peu avant l'horaire le plus rapide qui a été indiqué par les organisateurs. Et puis tout s'est joué dans le Poggio, où ce sont les plus forts qui gagnent. Voilà, on est un petit groupe qui s'est isolé en haut du Poggio. Il fallait être caché pendant toute la journée. Encore une fois, il fallait être présent dans la dernière heure de course. C'est ce qu'on dit un petit peu chaque année en fait de Milan-San Remo, c'est que c'est pas le déroulement le plus surprenant du côté des monuments. C'est pas la course où on peut surprendre le plus parce qu'on sait qu'il y a des endroits un petit peu classiques, mais on sait que c'est là où ça peut faire la différence. Mais par contre, il faut arriver à cette dernière heure de course sans être tombé, sans avoir eu de problème technique, en ayant bien mangé, en ayant bien bu, en étant encore frais au niveau mental, au niveau psychologique. Et c'est ce qui fait en fait la difficulté de cette course, c'est tout ce côté-là presque invisible du cyclisme, mais où il faut pas se rater parce que sur une course comme ça, si tu manges pas correctement, si tu bois pas correctement, et dans la dernière heure de course, tu t'écroules complètement. Et c'est ce qui fait la différence. Et je pense que c'est une course où il faut avoir un petit peu d'expérience. Il faut, voilà, c'est rare, à part Cavendish, je crois qu'il s'était imposé sa première année. Et l'année de Cavendish, c'est pas la meilleure année de Milan-San Remo. Je sais même plus si c'était pas une année où c'était la Ciprezza, peut-être qu'on avait écourté. Je crois me rappeler qu'il y avait des bosses qui n'étaient pas dans le final. Je crois l'année où Cavendish s'impose, c'était peut-être le Poggio qui était. Je crois me rappeler que l'année où Cavendish s'impose, il y a une des grosses difficultés qui n'est pas au programme de la course. Mais c'est une course où il faut de l'expérience parce que faut pas rater tous les petits éléments. Et quand je vois des gens qui étaient surpris de ne pas voir Arnaud Delis lâcher très tôt, moi je suis pas surpris.
Il est lâché, on est à 260 km de course, il a jamais fait ça dans sa carrière. Voilà, hein, l'année dernière, les Coupes de Belgique, c'est 200 km, 215 km, c'est pas 260, 270. Là, c'est un autre niveau en termes de kilométrage. Et forcément, derrière, quand t'as jamais fait ou t'as pas fait souvent plus de 250 km, derrière, tu peux t'écrouler. Et c'est ce qui s'est passé pour Dely. Mais j'étais pas surpris. C'est pour ça que je l'avais pas mis parmi mes favoris. Parce que je sais que Milan-San Remo, c'est une course qui n'est pas évidente pour les débutants. On regarde tout de suite le bilan des Bleus. Et comme je disais, je me suis peut-être pas planté pour notre ami Dely. Par contre, sur Van Der Poel, j'ai pas eu le nez fin. Bon, on y reviendra un peu plus tard. Du côté du bilan des Bleus, au top, Anthony Turgis, encore un top 10 sur cette course. L'année dernière, il avait fait 2. Bon, là, il est pris dans la cassure Trentin, on va l'appeler comme ça, mais de toute manière, il n'était pas super bien placé à ce moment-là. Mais de toute façon, dans le Poggio, quand t'es pas bien placé au départ du Poggio, c'est compliqué de remonter. Là, ça montait quand même vite dans le Poggio au départ avec la Bahreïn, puis ensuite UAE à partir de mi-montée à peu près. Et derrière, pour Turgis, c'était trop compliqué pour revenir. Bon, il arrive à faire le petit jump dans le final pour arriver dans le deuxième groupe, gérer le groupe Pedersen. C'est pas mal quand même pour Turgis. Voilà, encore une fois, une place d'honneur. Sur cette course, ça va en plus apporter des points à sa formation, puisque 9e, c'est 160 points quand même au niveau UCI, c'est pas mal pour la totale. Et puis il a fait la course, bon, on sentait que c'était lui le leader, c'était pas Peter Sagan. Je sais même pas où il a été lâché, Peter Sagan. Faut savoir que la réalisation de la course était vraiment pas bonne. C'est-à-dire que il y a beaucoup de coureurs qu'on n'a pas vu lâcher. Ça aurait été bien de les voir lâcher à un moment de la course. Cavendish, j'ai envie de te dire, on s'attendait pas à ce qu'il soit dans le final, mais ça aurait été bien dans le Poggio de nous montrer des images de l'arrière. Bon, on a préféré nous montrer que l'avant de la course. Puis il y avait ces cartes postales là de San Remo, du Poggio, de la Ciprezza. J'ai envie de te dire qu'on n'en avait rien à foutre et surtout ne les mettez pas à des moments cruciaux de la course. C'est-à-dire qu'on sait très bien que Milan-San Remo, sur la dernière heure de course, faut pas faire de pub, faut rien faire. Alors déjà, Eurosport 2, bon, ils ont mis des petites vignettes à la con, là, comme ils aiment bien faire. Il faut vraiment pas stopper l'image, parce qu'on sait qu'il peut se passer un truc à n'importe quel moment. Sur les 250 premiers kilomètres, oui, tu peux mettre des pubs, tu peux faire ce que tu veux. Sur les 50 derniers, non, tu peux plus. Mais ouais, Turgis, il fait quand même le job aujourd'hui. Bon, forcément dans un sprint, c'est pas forcément évident, mais tu sens que c'est un monument qui lui réussit quand même plutôt bien, parce que pas de mauvaise pente de vitesse, parce que le Poggio, ça correspond à ses qualités. C'est pas de monter avec trop de dénivelé positif, avec trop de pourcentage. Donc ça lui convient également très très bien. La longueur lui fait pas peur. C'est vrai qu'on ne l'a jamais vu vraiment en difficulté, je crois, sur Milan. Donc non, c'est une course qui lui convient extrêmement bien. Bon voilà, cette année il fait 9e, mais devant c'était un peu plus performant. Je pense qu'il n'est pas encore au top. Je pense que du côté de Turgis, on a un peu décalé le pic de forme. L'année dernière, il était très en forme à cette période-là de l'année. Et puis ensuite, sur Paris-Roubaix, c'était plus compliqué. Donc je pense qu'il essaye d'être plus performant un peu plus tard sur Roubaix notamment, qui est également un autre gros objectif de sa saison. Et sur le Tour des Flandres, c'est des courses qui peuvent être performants. Peut-être que l'année dernière, il était aussi en très très bonnes conditions, en trop bonnes conditions. Mais voilà, il finit quand même dans le deuxième groupe, donc c'est plutôt pas mal pour Turgis. C'est plutôt un bon résultat. Et puis j'ai mis également Aloïs Charin du côté de Tudor. C'est bien pour un débutant de partir dans l'échappée, c'est culotté aussi, parce que tu sais, quand tu pars dans l'échappée de Milan-San Remo, c'est la course où je crois il y a le moins de monde qui veut faire échapper, parce que tu sais que la dernière heure de course, tu pourras rien faire, tu auras mal aux pattes, tu vas peut-être même pas finir. Tu sais très bien que tu vas prendre du vent pendant 250 bornes, qu'il y a beaucoup de gens qui ne te verront pas à l'avant de la course, et ça c'est pas forcément évident mentalement, et même si là ils étaient 8, je crois, c'était pas tant que ça, 8 sur Milan-San Remo, on a vu des échappées parfois de 12-13 coureurs, et qu'en plus il fallait être fort mentalement, parce qu'ils n'ont jamais eu plus de 3 minutes 30, c'est-à-dire voilà, ils n'ont jamais eu d'avance, on leur a jamais laissé le temps, et la première heure de course, 47 de moyenne, ça roule fort sur la première heure de course, très fort. Ensuite ça s'est un peu calmé, 43 sur la deuxième heure, 41 sur la troisième heure, mais sur la première heure de course ça roule très très vite. Et c'est vrai que mentalement, là ça me permet, en parlant d'Aloïs Charin, de parler des autres mecs qui sont partis en échappée, des coureurs de Eolo, des coureurs de Abardiani, de Rabiushenko également.
Et des deux coureurs de Jaiko Alula, de toute façon ils n'avaient pas grand chose, hein, à partir du moment où tu n'as pas Matthews, c'est vrai que c'est compliqué. Mais voilà, je voulais saluer le gros travail qu'ont fait ces coureurs-là, et c'est vraiment pas évident de partir en échappée dans ce genre de situation. Pour les autres équipes françaises, c'est pas foufou, et pour les autres coureurs français, on va dire, c'est pas foufou, mais on s'y attendait quand même un petit peu. C'est-à-dire que du côté de la Groupama, Arnaud Démare, même s'il y a les bonnes jambes, l'équipe est pas encore au point autour de lui, et on n'a quasiment jamais vu les maillots de la Groupama bien placés à l'avant de la course, donc je suis même pas sûr qu'il avait des bonnes jambes aujourd'hui, Arnaud Démare. Julien Alaphilippe, il n'est pas encore suffisamment en forme pour aller chercher les mecs qu'il y avait devant. Voilà. Et puis Arkea, Cofidis, c'est pas, les effectifs n'étaient pas si dingues que ça au départ. AG2R, on a vu Cosnefroy, il est dans la cassure Trentin. Bon, quand il est dans la cassure, c'est qu'il est à bloc, hein. Sinon il va chercher les mecs de devant. Il n'était pas en possibilité de chercher les mecs de devant parce qu'il était dans la cassure. Bon, c'est dommage, mais voilà, c'est pas une surprise. Moi je m'attendais pas à des merveilles de la part des autres équipes françaises. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Deux coureurs au top aujourd'hui. Le premier, c'est le vainqueur du jour, Mathieu Van Der Poel. Il a fait comme son grand-père qui avait remporté Milan-San Remo. On en avait parlé lors de la présentation de la course, quand on avait parlé du palmarès, de l'histoire un petit peu de cette épreuve. Van Der Poel, il a... Enfin, je me suis quand même bien planté sur Van Der Poel, parce que vraiment, je pensais peut-être presque plus à Van Aert que Van Der Poel. Et puis après course, tu te dis, il était quand même fort. Il était fort parce que, pour le moment, vous avez peut-être oublié ça, moi je m'en suis rappelé 20 minutes après, après l'arrivée de la course, peut-être que vous allez vous en souvenir quand je vais vous en parler, mais il y a deux mecs qui sortent en haut de la Ciprezza. Il y a deux mecs qui accélèrent à 500 mètres au sommet de la Ciprezza pour faire la descente. C'est Kragh Andersen et c'est Van Der Poel. C'est-à-dire que, en fait, tout le monde s'est fait avoir, mais il a fait ça déjà dans la Ciprezza. C'est-à-dire que Pogačar aurait peut-être dû un peu plus se méfier de Van Der Poel. Parce que ce qu'il a fait en haut du Poggio, en fait, il l'a fait dans la Ciprezza et il attaque à peu près au même métrage, on va dire, au même kilométrage dans les deux montées. Il attaque à peu près à 500 mètres du sommet. Je me suis même dit, quand il accélère, je me suis dit, c'est dommage, il accélère presque tard au départ. Je me suis dit, c'est tard quand même. C'est dans des portions où ça monte plus beaucoup dans le Poggio, là où il accélère Van Der Poel. Ouais, mais il était fort, et surtout ses qualités de cyclo-crossman ont vraiment aidé par rapport à Pogačar. Je pense que c'est là-dessus où ça a fait la différence. Il fait pas une descente si incroyable que ça, sauf que dans le groupe de derrière, il n'y avait pas Mohoric pour prendre des risques de fifou. Il fait une descente intéressante, mais je trouve qu'il fait même pas une super belle descente. Il y a un ou deux endroits où je trouve que les relances sont poussives. À un moment, dans une épingle, il relance. Je me dis, il relance tard, et en plus, il relance, je trouve, avec 2 ou 3 dents de trop. Donc peut-être que c'était pas l'idéal. Tu sais, au niveau de son braquet, il y a 2 ou 3 endroits dans la descente où je me dis, oui, dans les premiers virages, je me dis, c'est pas fou. Et puis derrière, ça se regarde un petit peu, peut-être qu'on compte un petit peu ses coups de pédale, on prend peut-être pas les risques suffisants. Pogačar avait pas l'air d'être super dans la descente, parce qu'il y a Ganna qui passe devant. Ensuite, Van Aert, il voit que Ganna fait un trou, il est obligé de passer devant Pogačar, vraiment. Et puis Van Der Poel, derrière, quand tu lui laisses 5-6 secondes d'avance, c'est fini. Et je trouve que c'est le monument, avec le Tour des Flandres, qui lui correspondent peut-être le mieux, peut-être même encore mieux que Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, je me dis que Ganna, par exemple, ça peut être un coureur qui peut être très fort sur Paris-Roubaix. Je l'avais déjà dit, je crois, l'année dernière. Mais Van Der Poel, il a des qualités en boss, on l'avait vu notamment sur l'Estrade Bianche. Quand il gagne l'Estrade Bianche, il part dans le Tolfé, qui est assez vertigineux en termes de pente. C'est un mec qui a toujours été fort sur l'Amstel. C'est le type de parcours de Milan qui lui convient très bien, surtout quand la course est durcie à un moment clé comme le Poggio et qu'on monte fort dans le Poggio. Et ensuite, avec ses qualités de cyclo-crossman, là on voit sur un effort comme ça où Pogačar il va tenir 1 minute, lui il est capable de tenir 1,15, 1,20. Et il fait la différence comme ça parce qu'il est capable de faire la différence là où les autres sont à bloc et peuvent plus remettre des watts en plus. Et puis après derrière,
bah, c'est quand même un mec qui avait déjà fait 3e. Donc sur cette course-là, il avait l'expérience. Mais moi, il m'a quand même bien bluffé parce que je vous avais dit sur Tirreno, je ne l'avais pas trouvé fantastique. J'avais dit, bon, j'avais mis Van Aert, mais j'avais dit j'aurais pu mettre la même chose sur Van Der Poel. Et même par rapport à Van Aert, moi, j'avais pas trouvé qu'il était monté en puissance. Il avait fait le job pour Philipsen, il avait fait un très bon travail pour Philipsen, mais je trouvais pas qu'il était monté en puissance au fur et à mesure de la course. Et puis, en interview, moi j'avais lu en interview, alors, il semblerait qu'il avait fait d'autres interviews après derrière, qu'il disait mes jambes sont pas exceptionnelles, j'ai l'impression d'être un peu moins bien que l'année dernière à la même période. Puis derrière, bam, il te claque une course. Et Alpecin fait une course solide parce qu'ils sont bien placés. Et encore une fois, dans la Ciprezza, il sort avec notre ami Kragh Andersen, qui est une belle recrue pour eux pour ce type de course. Et Van Der Poel, en plus, il dit on a été intelligent parce qu'on n'a pas décidé de rouler derrière parce qu'il y avait un petit peu de vent de face. Donc il y a eu de l'intelligence, il y a eu de la maturité, il y a eu tout dans cette victoire de Van Der Poel. Et puis ça va lui faire du bien parce que je rappelle que l'année dernière, à partir du Giro, c'est quand même très compliqué. Il gagne le Tour des Flandres et après le Tour des Flandres, c'est vraiment compliqué. Le Giro, il y a les premiers jours de course qui sont pas mal et puis ensuite il fait pas les sprints. Sur la deuxième semaine c'est très compliqué pour lui, la troisième semaine aussi. Le Tour de France, j'en parle même pas, il était pas du tout dans le rythme et je comprends même pas pourquoi on l'a envoyé sur le Tour de France. Il revient un petit peu au mois de septembre et puis sur les championnats du monde il y a certaines altercations avec les jeunes filles dans l'hôtel. Donc ça a été vraiment une année 2022 qui avait plutôt bien débuté, Tour des Flandres, troisième place à Milan-San Remo, et puis ensuite 2022 ça n'avait pas été facile. Et puis 2023, j'avais trouvé sur l'Estrade par exemple, il finit dans le groupe Thibaut Pinot, il finit je crois 19e l'Estrade Bianche, je m'étais dit tiens c'est moins bien que l'année dernière. Tirreno Adriatico, j'avais vu déjà plus performant sur Tirreno Adriatico, je m'étais dit c'est moins bien que les années précédentes. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis parmi mes favoris de Van Der Poel, parce que je trouvais qu'il était moins bien, mais il a bien caché son jeu, et puis ça c'est aussi la force des mecs qui font le VTT. Comme Pidcock, t'as l'impression que quand ils veulent se préparer pour un jour J, quand ils ont un objectif précis, bam, ils sont prêts. Pidcock, il voulait être performant sur le Tour de France l'année dernière, bam, il était prêt. Van Der Poel, il voulait être prêt pour Milan-San Remo, bam, il était prêt. C'est des mecs qui arrivent à être très très forts le jour J. Ça, c'est, je pense, la force des VTTistes par rapport à d'autres coureurs, parce qu'il n'y a pas 150 courses de VTT dans l'année. Donc, il faut bien choisir le moment où tu vas être prêt, et donc il faut bien se préparer pour être prêt pour le jour J. Et ça, je pense que ça a été la force de Van Der Poel. Et puis voilà, ça annule peut-être cette deuxième moitié de saison 2022 qui avait été compliquée, encore une fois, pour le coureur néerlandais. Mais aujourd'hui, je pense que il était un peu plus fort que d'autres, parce qu'encore une fois, dans la Ciprezza, il fait quand même un bel effort au sommet. Je continue avec Ghana. Ghana, c'est l'autre école. Vous avez l'école du cyclocross et puis vous avez l'école de la piste. Dans un cas comme dans l'autre, c'est des mecs qui savent se faire mal, qui savent aller très très loin dans la douleur, qui savent aller à des valeurs qui ont des VO2 max qui sont plus importantes qu'un Pogačar. Et surtout qui arrivent à tenir des efforts sur une 15, une 20 de manière plus importante qu'un Pogačar. Et Ghana, c'est l'autre école. Il a été très très fort. Il s'est fait mal parce qu'il y a un moment, je pense au sommet quand il revient sur Pogačar, c'est pas simple. Mais c'est peut-être ce qui permet de bloquer la course derrière Pogačar. C'est peut-être le fait que lui, il ait réussi à rouler. Il finit deuxième. Pour moi, Ghana, c'est un coureur qui a un potentiel sur les classiques. Je le sais depuis la fois où il gagne son étape sur le Giro. L'étape en ligne qui gagne sur le Giro, ce jour-là, il est impressionnant sur une étape un peu de moyenne montagne où il perd dans les difficultés, mais il est impressionnant ce jour-là. Je me souviens aussi une année sur l'étoile de Bessèges dans le vent, il fait une démonstration, c'était peut-être même en 2020, c'était peut-être même la même année. Mais Ghana, je sais depuis vraiment le Giro 2020 qu'il est capable de gagner des classiques, et il a les qualités pour Roubaix. Parce que pour Roubaix, il a les qualités, pour moi. Il a les mêmes qualités que Cancellara, donc c'est un très bon rouleur. Il est solide du haut du corps. Il est magnifiquement posé sur son vélo, donc je pense qu'au niveau technique, c'est aussi un coureur qui sait faire. Pour moi, c'est un coureur qui peut être très performant sur ce type de course. Et puis, là aujourd'hui, il était en forme, mais on avait vu sur Tirreno, il fait un énorme contre-la-montre le premier jour. Ghana, on n'en avait pas parlé, mais il fait un énorme contre-la-montre ce jour-là. Il colle 20-30 secondes à tout le monde sous la flotte.
alors que ça nivelle normalement un petit peu les performances. Et puis ça reste un super coureur. En plus, bon, il est italien, donc à domicile, il avait envie de faire la différence. Il n'y avait pas forcément de tête d'affiche, en plus, chez Ineos. Il y avait peut-être un peu plus Kwiatkowski, mais on sait que Kwiatkowski, il a plus peut-être la vitesse au sprint de ses 25 ans, Kwiatkowski, et en plus, il est tombé. Et moi, je me suis dit, au moment où il tombe, Kwiatkowski me disait, bah, c'est le leader et pourtant personne n'attend. Alors je me suis dit, tiens, il doit y avoir un autre leader. Donc là, j'ai réfléchi dans ma petite tête et je m'étais pas dit que c'était Ganna. Je m'étais dit, oh, il mise sur les jeunes. C'est quand même risqué de miser sur Sheffield, mais bon, pourquoi pas, peut-être qu'il y a une assurance avec Sheffield. J'avais absolument pas pensé à Ganna. Et ça, avec Ganna, dans le Poggio, bam, quoi. Et Pogacar, il met pas une petite attaque, et il arrive à suivre. Chapeau. Après, c'est vrai que Pogacar, il attaque. Je suis pas sûr qu'il attaque au meilleur endroit. Je pense que si tu veux vraiment faire un... Nibali avait attaqué plus tôt quand il gagne. Je pense que quand tu es très fort, il faut attaquer plus tôt. Mais pour attaquer plus tôt, il aurait fallu utiliser peut-être ses équipiers un peu plus tôt également dans la journée. Ça a peut-être été l'erreur de Pogacar. Mais du côté de Ganna, ouais, il a été très bon aujourd'hui. Il a fait vraiment la bonne course. Par contre, c'est toujours aussi pourrave sur certaines caméras entre le maillot de la Bahreïn, le maillot d'Arkea, le maillot d'Ineos. On voit quand même très peu la différence. C'est vraiment des petits détails. Voilà, c'est quand même pas facile et ça serait un truc à corriger. Mais Ganna très fort aujourd'hui, et pour moi c'est un coureur de classique et peut-être qu'on le reverra à Paris-Roubaix parce que pour moi, plus que sur le Tour des Flandres, Roubaix c'est un endroit où il peut être performant. On passe au bonnet d'âne. Premier bonnet d'âne, il y en a 4 aujourd'hui, c'est Pogacar. Pourquoi Pogacar ? Moi je pense que du côté de Pogacar aujourd'hui, bon déjà on n'avait peut-être pas des jambes exceptionnelles. Peut-être aussi que la chute en début de journée l'a fait douter. C'est vrai qu'il tombe dans le départ fictif, Pogacar. C'est un peu triste de tomber à ce moment-là. Mais du côté de Pogacar, je ne sais pas s'il n'a pas osé, ou si il y a eu des soucis dans son équipe, ou si les conditions climatiques, encore une fois, le vent qui semblait être de face dans la Ciprezza et en fin d'étape a peut-être annihilé ses envies, ou a peut-être évité que la course se durcisse trop. Mais à partir du moment où j'ai vu qu'il y avait 100 mecs en bas du Poggio, je me suis dit, c'est mort pour Pogacar. Je me suis dit, c'est mort pour Pogacar parce que je sais bien comment est le Poggio et je sais bien que c'est très compliqué de s'isoler dans le Poggio. Où il faut être très très fort comme l'était Nibali l'année où il gagne, où oui il arrive à s'isoler complètement dans le Poggio, mais c'est très compliqué, surtout aujourd'hui dans le Poggio, de s'isoler avec les sprinters punchers. Oui, il y a 15 ans tu arrivais à le faire, mais quand tu avais les sprinters, les spécialistes du sprint, maintenant c'est très très compliqué avec les sprinters punchers de s'isoler, et je me suis dit à ce moment-là, c'est mort, parce qu'il va y avoir un Van Aert, il va y avoir un Guilherme qui va réussir à suivre, et à partir de ce moment-là, Pogacar, il n'arrivera pas à faire la différence au sprint, et s'il part, tout le monde va le suivre. Personne va se regarder pour savoir qui fait l'effort derrière Pogacar, on va le suivre, c'est Pogacar. Et alors je ne sais pas si c'est le vent, je ne sais pas si c'est pas aussi un problème de placement, parce que au début de la Ciprezza, il est pas bien placé. Et je dis toujours, dans la 60 derniers kilomètres, il faut que tu sois dans les 40 premiers, quoi. Milan-San Remo, c'est une obligation. Tu peux pas faire autrement. Et là, à l'approche de la Ciprezza, je sais pas, ils sont au moins 80e, 90e. Et je pense que, tu vois, le premier kilomètre de la Ciprezza, tu vois pas d'UAE, quasiment. Il y a Pogacar qui commence à se remettre devant. Ensuite, tu as Tim Wellens. Et on s'attendait quand même à ce que ça roule fort à ce moment-là de la course. Alors, est-ce que c'était le vent de face ? Moi, je m'attendais même à ce qu'il roule dès les capis, parce que j'avais dit, l'année dernière, il a roulé fort dans la Ciprezza, ça n'a pas suffi pour lâcher tout le monde. Si tu veux lâcher tout le monde, il faut peut-être rouler dès les capis pour réussir à faire la différence. Et dans les capis, on ne les voit pas, les UAE. Dans la Ciprezza, mal placé, il faut attendre presque 1,5 km avant que Großschartner fasse le rythme. Et puis, c'est Großschartner. Et puis, dans les 500-600 derniers mètres, Van Der Poel arrive à sortir. Tellement ça roule pas hyper vite. Et puis, même à l'entrée du Poggio, je me dis, bon, d'accord, alors ils vont rouler fort dans le premier kilomètre du Poggio, tu vois, ils vont vraiment mettre à faux. Et c'est pas eux qui roulent, c'est Bahreïn.
Et c'est pas dans la portion la plus difficile où il accélère, Pogačar. Il aurait dû accélérer dans les pourcentages les plus compliqués, à la sortie d'une épingle. Il attaque à un endroit où c'est pas très compliqué, où pour s'isoler à cet endroit-là, c'est très difficile. Et je pense que ça a été une erreur de Pogačar, c'est qu'il attaque pas au bon endroit. Il était fort, je pense, aujourd'hui, Pogačar. Peut-être qu'il n'avait pas les mêmes jambes qu'au Col d'Èze, mais je pense qu'il avait quand même plutôt des bonnes jambes. Enfin, je pense, moi c'est mon avis, mais je pense qu'il attaque pas au bon endroit par rapport à ses qualités. Van der Poel, pour moi, il attaque pile au bon moment, parce qu'il attaque à un moment où Pogačar, je pense, est à fond depuis 1 minute 15, et que ça commence à être très difficile pour lui. Van Aert, il souffre pour rentrer sur Ghana. Il met au moins 300 mètres où il y a il y a 1 mètre entre la roue de Ghana et la roue de Van Aert, mais il met genre 300 mètres à combler les 2 derniers mètres. Et tu sens qu'il y va à fond. Et je pense que Van der Poel, à ce moment-là, il est 4e. C'est-à-dire qu'il est positionné idéalement à ce moment-là pour observer ses adversaires. Et je pense qu'il a compris à ce moment-là qu'il fallait attaquer. Il a eu le ressentiment qu'un Pogačar n'était pas à fond. Et je pense que parce que Pogačar n'attaque pas au bon endroit, je pense que Pogačar aurait dû attaquer plus tôt. Mais pour attaquer plus tôt, il fallait pas que les Bahreïn soient aussi nombreux. Et pour que les Bahreïn ne soient pas aussi nombreux, il fallait virer Pasqualone, il fallait virer Fred White auparavant. Sauf que à ce moment-là, t'as pas roulé assez vite. On n'a quasiment pas vu Domen Novak, par exemple aujourd'hui du côté de UAE. Voilà, et puis après dans le final, il finit 4e. Mais bon, ça c'est vrai qu'il n'a pas encore la win en lui, mais je pense qu'il voulait tellement seulement gagner que pour lui finir sur le podium, ça ne l'intéressait pas beaucoup plus que ça. Pogačar, lui, il vient maintenant pour la gagne, il vient pas pour faire 3e ou 4e. Pogačar, et peut-être que c'est le vent, peut-être le vent de face, mais je me dis c'est plutôt un peu dommageable. Mohoric, parce que son équipe fait un super boulot au pied du podio, et là je me dis, il y a Pasqualone qui se sacrifie, alors qu'il peut peut-être faire le sprint. Il y a Fred White qui se sacrifie une grande partie avant aussi, et là je me dis, oh putain, ils font un sacré numéro au pied du podio, dans la première épingle, 2e épingle, 3e épingle, c'est toujours eux qui emmènent leur rythme. Oui, mais sauf que Mohoric, dès qu'UAE accélère, il peut pas suivre Mohoric. Alors il essaye, il n'est pas pris lui par la cassure Trentin, mais ça montait trop vite pour Mohoric. Je crois que même le rythme de ses équipiers était un peu trop rapide pour Mohoric. Je pense que voilà, il était pas aussi bon que l'année dernière. Alors je me disais, s'il y avait que 5-6 secondes dans la descente, lui était capable de re-rentrer, sauf que il y avait déjà quasiment 15-20 secondes sur Van der Poel, 15 secondes sur le groupe Pogačar, et forcément après derrière tu peux pas reprendre autant de temps. La descente du Poggio, même si elle est technique, tu perds pas non plus 3 minutes dans la descente du Poggio, donc c'était compliqué de rentrer pour Mohoric. S'il y avait 5-6 secondes, oui, ça aurait pu le faire, mais là il n'y avait pas 5-6 secondes, et puis vous aviez Van der Poel qui était tout seul devant. Les circonstances de course ont fait qu'à ce moment-là, il pouvait plus revenir. Mais peut-être aussi parce qu'il n'était pas aussi bien que l'année dernière, et c'est dommage parce que quand ton équipe fait un super boulot aujourd'hui, vraiment la Bahreïn fait un très très bon travail aujourd'hui, c'est toujours dommageable quand le leader n'arrive pas à récompenser sa formation. Ça m'attriste toujours un petit peu. EF Education, je m'attendais à mieux d'EF. Alors Nelson Poles fait 7, mais quand tu vois le collectif, Kort Nielsen, Bettiol, notamment au départ, tu te dis Mikel Honoré également, tu te dis il y en a forcément un qui va être sur le podium. Non. Pourtant c'est que des mecs qui ont fait des gros débuts de saison, c'est que des mecs qui sont en forme, mais derrière ça performe. Enfin peut-être Bettiol est moins en forme, mais encore Bettiol il a fait un travail d'équipier. En plus tu les vois rouler une grande partie de la journée, mais je pense que chez EF comme chez Jumbo, on a roulé trop tôt devant. Et EF, ils contrôlent vraiment à partir de 80 bornes de l'arrivée. Ils sont vraiment à l'avant de la course. Ils sont encore là à 50 bornes. Après le capot mêlé, ils sont encore là. Après le capot Chervaux, ils sont encore là. Par contre, après le capot Bertha, il y a déjà plus grand monde chez EF. Ils ont vraiment explosé dans le capot Bertha. Derrière, dans la Ciprezza, tu les vois plus du tout, les maillots de EF. Et Poles, il finit dans le deuxième groupe.
mais il n'est pas très bien placé dans le Poggio, hein. Tu vois pas de maillot EF dans les 15-20 premières positions dans le Poggio. Bah, parce qu'ils étaient plus assez nombreux. Je pense qu'ils ont roulé un peu trop tôt devant. Après, bon, je pense qu'aujourd'hui, ils savaient qu'ils pouvaient faire quelque chose. Ils pouvaient gagner un monument. Jonathan Vaughters, en tant que directeur d'équipe, je suis même pas sûr qu'il en ait gagné un jour de monument. Si, avec Sagan, peut-être. Quand ils avaient quand ils avaient réunifié l'équipe, et encore je suis même pas sûr. Donc il y avait, je pense, l'envie de bien faire chez EF. Bon, après derrière ça s'est pas bien goupillé parce que tu roules un peu trop tôt et c'était peut-être une erreur, et puis peut-être que certains de tes leaders, bah, ils avaient pas la caisse pour tenir 300 km. Être performant sur Paris-Nice, c'est pas forcément être performant sur Milan-San Remo. Paris-Nice, la plus longue étape, elle faisait 213 km. Là, c'était 300 bornes aujourd'hui, et ça faisait peut-être 216 avec le fictif, tu vois, la plus longue étape. Bah, il y avait 80 km d'écart, et forcément, à ce moment-là de l'année, c'est compliqué. Bon, bah, c'est dommage pour Kurt Nielsen. Il reviendra l'année prochaine, et peut-être qu'il sera encore plus fort. Puis je termine avec l'équipe Jumbo. Autant Van Aert, il fait 3e aujourd'hui. Il a quand même été malade. Il a repris plus tard que prévu. Voilà, il a été malade pendant la fin de sa préparation, qui est toujours un moment assez critique pour avoir la forme du côté des coureurs. Donc pour moi, c'est pas déconnant, voilà, la 3e place de Van Aert. Par contre, je trouve que l'équipe Jumbo aujourd'hui, elle est quand même vraiment passée à côté. Alors j'exclus Tratnik, parce que Tratnik, pendant 2 fois il chute, la 2e chute en plus il se fait vraiment tasser. Donc là, bon, sur Milan-San Remo, c'est toujours un petit peu compliqué. Par contre, le reste de l'équipe, bah, Attila Walter, on l'a quand même peu vu. Laporte, on le voit un peu dans le final, dans le Poggio. À l'approche du Poggio, on voit un peu Laporte, c'est lui qui protège Van Aert, mais ensuite on le voit plus. Affini, bah, il a fait son travail, mais il est lâché quand même tôt. Van Enden, il a fait le travail pendant une grande partie de la journée à l'avant de la course. Van Hooijdonk, je ne l'ai pas vu, mais peut-être que c'était lui qui était préposé à ramener les bidons. Et on sait que sur Milan-San Remo, les allers-retours, voilà, ça fait mal au guibole et ça sacrifie quasiment un coureur. Mais c'est vrai que je trouve que l'équipe autour de la Jumbo a été décevante. Et bon, ça fait, je ne sais plus quelle autre course aussi, on avait dit la Jumbo est un peu passée à côté au niveau de cette classique-là. Ça fait donc 2 courses où la Jumbo passe un peu à côté au niveau classique. C'est pas un truc qu'il va falloir refaire dans les courses à venir. Parce que là, c'est vrai que je trouve que Van Aert dans le final, il était vraiment beaucoup trop seul, et forcément, il a dû bouffer du vent. Surtout que des fois, il n'était pas totalement dans la roue de ses équipiers, là aussi. Il était parfois décalé. Des fois, on avait l'impression que c'était plutôt Laporte qui était protégé que Van Aert, donc c'était assez marrant. Mais Laporte, il a bien pété dans le final. Je pense que Laporte est un peu moins en forme que l'année dernière à la même période de la saison. Et du côté de Van Aert, bah, ça a été compliqué aussi à certains moments, mais parce qu'il était complètement isolé. Et c'est vrai qu'après la Ciprezza, ils sont déjà plus que 2. Et ça, c'est pas normal. L'équipe Jumbo, ils auraient dû être plus nombreux. Et heureusement que Van Aert avait les jambes pour suivre les accélérations de Pogačar, parce que sinon, bah, il aurait fini 15e de la course, parce que personne n'aurait pu l'aider pour rentrer. Donc voilà, c'est un peu dommage du côté de la Jumbo. Et puis je termine avec un dernier. J'ai fini, c'était la dernière équipe, Jumbo-Visma. Demain, Cholet, Pays de la Loire. Je ne sais pas si on fera le débrief dans l'après-midi, parce qu'il y a aussi le Grand Prix de Formule 1. Je verrai, peut-être qu'on fera le débrief. Lundi, on fera certainement un débrief peut-être des 2 classiques françaises. Il y aura également le Tour de Catalogne lundi, ça on fera le débrief après la course. Il y aura la Formule 1, il y aura un épisode de PS 2.0, là je vais vraiment me forcer à l'écrire cette semaine. Il y aura des TikTok, il y aura la dernière vidéo du tournoi Destination. On va tenter aussi également de faire un moment un départ fictif, le maintien également, donc il y a un programme qui est très chargé là. Dans les jours à venir, la semaine prochaine et les 2-3 prochaines semaines, là, le programme est très chargé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez donc pas à vous abonner, à réagir dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao, ciao!